Faut quand même se dire qu'aujourd'hui, tu as des gamins et je pense qu'ils ont 5 ans et ils jouent sur le téléphone. Et donc, j'ai toujours été un enfant qui avait pas trop de passion. J'étais pas passionné par l'entrepreneuriat, si c'est ça que tu veux entendre. J'étais pas passionné par l'immobilier non plus. Il y a quelques semaines, on était avec Oussama Hamar, tu vois. Et pendant 2 ans, on bossait jour et nuit. On pouvait même pas se verser l'équivalent du RSA chacun. Moi, je suis plus créatif. Là, les villas font à peu près 500 mètres carrés qui se vendent entre 3 et 6 millions d'euros à peu près pour te donner une ordre de grandeur. Et tu vois, là, dans les gros, on est 30 maintenant, alors que tu vois, on était 2 il y a 2 ans. Au cours de ces 10 dernières années, j'ai eu l'opportunité de créer plusieurs sociétés. Les points communs de toutes les entreprises qui explosent sont le marketing et la résilience. Cela m'a confirmé que 20% des efforts rapportent 80% du résultat. Je suis Loïc Gossin et l'objectif de ce podcast est de vous aider à y croire et vous partager les secrets d'un business qui fonctionne. Salut Guillaume, je suis super content de t'avoir sur cette chaîne et je vais te laisser te présenter. Salut, merci Loïc pour l'invitation. Donc, je m'appelle Guillaume Malguir, j'ai 34 ans. Je suis investisseur et entrepreneur dans l'immobilier et dans le monde de l'immobilier, qui est un grand monde dans lequel on peut faire plein de choses. Et je suis passionné par l'entrepreneuriat et par le fait de créer des projets, pas forcément que autour de l'immobilier, mais voilà. Il y a tellement de choses à faire autour de l'IMO que déjà, si on se concentre sur un sujet, une thématique qui est l'IMO, déjà, on peut faire énormément de choses. Voilà. J'ai été membre de ta formation, je crois que c'est Elite, Ouais, c'était à l'école Immeuble Élite. ouais, Ouais, la plus haute avec avec le séminaire et tout compris, bon, c'était génial, je me suis régalé au séminaire. parfait. Donc on va rentrer un petit peu dans le sujet. Je vais te demander donc quel genre d'enfance tu as eu. Est-ce que tu étais un enfant réservé, plutôt hyperactif, plutôt plein de copains, plutôt à être à Ouais, je l'intérieur chez vois. toi? Alors, je pense que déjà, il faut différencier, je pense, enfin, moi j'ai 34 ans, la période où j'ai grandi maintenant et les gens qui ont tu vois, 10 ans ou 15 ans de moins, naturellement, ils ne peuvent pas avoir la même enfance. Je veux dire, tu vois, que ce soit au niveau enfin, d'Internet, l'accès aux ordinateurs, enfin, tout ça, tu n'avais pas quand tu étais petit. Et je pense que j'ai eu un ordi à la maison, donc dans le bureau de mon père, genre fin collège, peut-être début lycée, tu vois. Donc, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, tu as des gamins et je pense qu'ils ont 5 ans et ils jouent sur le téléphone. Et donc je pense qu'on est à une génération qui est différente. Je ne suis pas un enfant qui avait beaucoup d'amis, ce qui est toujours pas le cas d'ailleurs actuellement. Je sortais pas beaucoup, je n'étais pas le geek ou quoi que ce soit. Je pense que j'étais un peu le mec invisible hein, en soi. Je pense que c'est un peu ce profil-là, mec un peu invisible, qui faisait pas trop de bruit, pas trop de trucs, etc. J'avais une enfance avec des parents qui étaient relativement stricts et je l'ai assez mal vécu quand j'étais jeune. Strict sur les horaires pour aller au lit, strict pour le fait de, tu vois, de pas dépenser d'argent, par exemple, pour des choses inutiles. Donc la relation avec l'argent est assez compliquée, sur lequel il fallait pas dépenser, il fallait pas utiliser son argent, il fallait le garder et économiser. Chose que j'ai mal vécue en tant qu'enfant, mais qui aujourd'hui, avec le recul, c'est une chance incroyable de pouvoir être habitué à mettre de l'argent de côté, à économiser, à faire attention, à acheter, pas acheter des trucs de marque, etc. Quoi, tu vois. La preuve, j'ai pas de montre, j'ai rien. C'est tout bête, mais c'est vrai que cette enfance-là, que j'ai ressenti moi à l'époque comme strict, finalement est un énorme atout aujourd'hui. Quoi. Donc du coup, tes parents, ils sont dans quel univers? Entrepreneurs ou plutôt dans la fonction publique ou salariés? Ouais. Alors, ils n'étaient pas du tout entrepreneurs. Mon père était prof et ma mère était CPE, tu vois. Donc, dans le même lycée, ils avaient 150 mètres ou 200 mètres à pied pour aller au lycée. Ils rentraient le midi pour manger. Donc, c'était vraiment, voilà, fallait pas, tu vois, c'était cool pour eux de pas aller loin, de rentrer le midi pour manger, pas de trucs fous. Et ils n'avaient pas, eux non plus, de leur côté, tu vois, beaucoup d'amis. C'était assez casanier et ils restaient souvent chez eux et tout. Et je pense que peut-être qu'au fond d'eux, ils auraient eu envie un jour de lancer un projet entrepreneurial, mais ils n'ont jamais eu peut-être le courage ou l'envie de le lancer réellement. Et du coup, quand tu dis que tes parents, ils étaient stricts, ils étaient pas du tout dans le matériel, on va dire, à acheter des belles montres, enfin, peut-être qu'ils pouvaient pas déjà. Les métiers à salaire, on peut pas se permettre non plus tout ce qu'on veut. Et on fait attention aussi, comme tu dis. Ça t'a donné une force, on va dire, aujourd'hui pour être libre plutôt financièrement et avoir ce côté de plus penser à l'argent. En fait, c'est pas qu'ils n'avaient pas les moyens, je pense. C'est juste qu'ils sont du genre à être, tu vois, anticiper tous les problèmes qui peuvent arriver dans la vie
Et tu vois, mes parents, ils allaient dire, par exemple, bah, si on arrête de travailler à 60 ans et que pendant 20 ans, tu vois, on est en maison de retraite et que ça nous coûte 2 500 € par mois, voilà l'argent qu'on doit avoir sur le compte au cas où, tu vois, ça arrive, parce qu'ils avaient peur d'être un poids pour leurs enfants à l'avenir. Donc, tu vois, ce genre de mentalité où on réfléchit comme ça. Donc, c'était pas forcément lié à ça, mais par contre, on s'aperçoit, et ça m'a beaucoup aidé parce qu'il y a beaucoup de gens sur Internet qui vont te dire tu gagnes de l'argent pas en regardant ce que tu dépenses, mais en regardant ce que tu gagnes, tu vois. Et moi, j'avais une vision un peu inverse en disant je fais très attention à ce que je dépense parce que, en fait, si tu divises par deux ta dépense, des fois, tu multiplies par 3, 4 ou 5 finalement tes bénéfices ou ton cash flow sur une opération. Donc, ma démarche était plutôt dans ce sens-là, à dire attention à ne pas dépenser, ce qui était compliqué, hein, à un moment donné, tu vois, même dans le business, c'est compliqué quand tu n'arrives pas à dépenser, donc tu n'es pas à l'aise avec le fait de dépenser, bah, ça a un impact sur tout, sur ton développement, sur ta croissance, sur le recrutement, sur plein de sujets. Ah, super intéressant. Ouais. J'avais pas vu. On va dire que quand je pensais aux gens qui arrivent à économiser, pour moi, c'est savoir réinvestir et du coup, c'est que du plus, quoi. C'est que du bénéfique parce que souvent, voilà, comme tu Ouais. dis, on voit les personnes qui gagnent un certain niveau d'argent et ils se retrouvent à le montrer, à dilapider au fur et à mesure. Et c'est incroyable, quoi. Tu te dis, mais comment ils font pour investir derrière? Parce que tout ce qu'ils dépensent à droite, à gauche est Ouais, après, tu as incroyable. des entrepreneurs qui sont très à l'aise avec le fait de tout dépenser. Tu vois, là, il y a quelques semaines, on était avec Oussama Hamar, tu vois, et on en parlait. Et Oussama, même dans des interviews, etc., il dit que lui, en gros, tout ce qu'il a, il le dépense. Mais c'est des entrepreneurs qui savent comment faire de l'argent, tu vois, s'il y a un problème, et ils savent rebondir. Quand tu es salarié, tu peux pas dire je dépense tout et la semaine prochaine, c'est bon. Tu vois, je vais vachement bosser à mon taf et je vais avoir, tu vois, plus d'argent. Non, ça marche pas comme ça. Donc, l'entrepreneur peut, en effet, tout dépenser, tout réinvestir et ensuite espérer se dire, bon, bah, c'est pas grave, le mois prochain, je ferai autre chose et je m'en sortirai. Quand tu es salarié, c'est vrai que c'est plus compliqué d'avoir cette démarche-là. Quand tu as commencé dans la vie active, qu'est-ce que tu as fait? Moi, quand j'ai commencé, mon premier taf, c'était conducteur de travaux dans le bâtiment. Donc, moi, j'ai fait des études, en fait, j'ai un master en génie civil et j'ai fait un stage de fin d'études, en fait, chez un contracteur général à Bordeaux. Moi, j'étais à Toulouse à la base. Et du coup, bah, ça m'a plu. Après, c'est un bien grand mot. Ça m'a plu parce qu'en fait, je crois que j'étais vraiment tu vois, j'étais un étudiant paumé un peu. Enfin, paumé, c'est-à-dire que la fac a été pour moi quelque chose de positif parce que j'avais un peu plus de liberté et du coup, je me sentais plus épanoui dans ce monde-là plutôt qu'à l'école, plutôt qu'au lycée, par exemple. Donc, j'ai eu des meilleures notes à la fac qu'au lycée. Mais par contre, en fait, je savais pas ce que je faisais, quoi. Chaque année, tu vois, je choisissais une branche à droite ou à gauche, etc. Mais sans forcément savoir où est-ce que j'allais aller au final et quel métier j'allais faire dans la réalité. Je savais pas ce que je voulais faire. Donc, j'ai fait de la conduite de travaux. Sur le principe, ça me plaisait. Mais j'ai jamais eu la volonté, tu vois, d'en faire d'être carriériste. J'étais pas carriériste. Je faisais ça parce que j'avais la possibilité, que ça me payait correctement. Et du coup, tes parents, ils t'ont poussé à faire des études ou de toi-même, tu as voulu faire tes études pour devenir ingénieur civil? Alors, ouais, je pense que naturellement, ils m'ont poussé à faire des études, mais parce que je crois que j'étais pas prêt pour, tu vois, aller bosser après le bac. J'étais pas assez mûr, tu vois, pour me dire, OK, je vais trouver un emploi maintenant, c'est pas possible, quoi. Donc, j'avais pas cette démarche-là. Ils m'ont plutôt poussé, mais pas en mode, mais pas vénère, tu vois. C'était pas fou, c'était pas comme, tu vois, ceux qui vont pousser pour aller faire une grande école, etc. De toute façon, j'étais pas très, très bon au lycée. J'étais surtout très feignant. Et comme j'étais feignant, bah, en fait, j'avais pas des super notes. Et j'avais pas trop le choix, c'était juste la fac ou rien d'autre parce que je voulais faire, au début, je voulais faire des études d'archi. Ben, en fait, j'avais pas d'assez bonnes notes pour pouvoir y accéder. Donc, je me suis retrouvé un peu à la fac par défaut, quoi. Le temps que tu passais pas forcément à étudier tout ça, qu'est-ce que tu faisais? Ouais. C'était quoi tes passions? Je crois que j'ai toujours été un enfant qui avait pas trop de passion. Et j'étais pas passionné par l'entrepreneuriat, si c'est ça que tu veux entendre. J'étais pas passionné par l'immobilier non plus. Je crois que j'avais pas vraiment de passion à Par les jeux l'époque. vidéo, lire. Ouais, un peu de jeux vidéo, tu vois, jouer à Call of Duty, jouer, je jouais à des trucs comme ça, tu vois, mais pas de grosses passions non plus. Franchement, maintenant que j'y repense, tu vois, je crois que je me faisais un peu chier quand j'étais à la fac, je faisais rien, je sortais pas, j'habitais, comme en fait mes parents voulaient faire des économies, bah, je devais prendre je prenais genre le train, le bus, je mettais 1h30 le matin, 1h30 le soir, tu vois, pour pas payer un loyer, et du coup, moi j'ai fait toutes mes études chez mes parents, et quand tu fais des études chez tes parents, ou quand tu fais des études solo dans un appart, toi, dans une grande ville, c'est pas du tout enfin en tout cas la même vie étudiante que tu as, quoi. Donc moi, j'avais une vie étudiante pas incroyable. Voilà. Seulement où j'ai eu de la liberté, c'est quand je suis parti en Erasmus au Danemark, où là, voilà, là, j'ai trouvé enfin la liberté totale
Et là, je me suis amusé, quoi. Mais voilà, mais c'était plutôt faire la fête que des passions, quoi. D'accord, d'accord. Tu fais tes études, tu as ton diplôme, tu commences à Ouais. travailler pour un patron. Et, Ouais. et là, qu'est-ce qui fait que tu te dis, allez, je vais commencer à investir dans l'immobilier? Ça s'est passé assez rapidement, parce que moi, j'ai commencé, je pense, mon taf en 2011, un truc comme ça, ouais, 2011-2012, et j'ai commencé à investir en 2013. Bah, tout simplement parce que alors, mes parents avaient genre deux apparts, tu vois, à Toulouse. Et donc, je voyais ça quand même un peu de loin, et j'avais en tête que l'investissement IMO, c'était quand même quelque chose qu'il fallait faire. C'était un peu la voie qu'il fallait quand même faire. Donc, le plus tôt possible, il fallait investir. J'ai commencé à m'intéresser vraiment à l'IMO et au sujet de la bourse aussi en parallèle en 2012 et en 2013. Enfin, fin 2012, je me suis lancé, j'ai acheté mon premier immeuble. Mais ça, c'était vraiment, je pense, lié un peu à la culture de mes parents. Et eux, ils avaient des apparts, mais ils avaient que des apparts. Ils n'avaient pas d'immeubles, ils n'avaient pas de tout ça. Ils n'ont jamais eu cette vision, tu vois, pour en faire un taf. C'était un investissement en bon père de famille. Et quand tu es dans les années, tu vois, 80, 90, quand ils ont investi, eh ben, en fait, c'était assez simple, entre guillemets, de faire des belles opérations d'IMO parce que quand tu achetais à Toulouse dans les années 80, 10 ans après, tu vois, ça valait trois fois le prix. Donc, c'était assez simple. Aujourd'hui, c'est sûr que le contexte est un peu différent là, pour pouvoir investir et avoir une garantie, on va dire, de plus-value potentielle. Donc, c'était ouais, lié à mes parents principalement. Comment ça se fait que tu es passé d'un coup de voir tes parents qui ont un achat, un bien immobilier, un appartement Ouais. ou deux, comme tu dis, et que toi, tu es passé de suite sur un immeuble? Qu'est-ce que tu as vu des vidéos? Comment tu as réussi à te dire, ah tiens, un immeuble, c'est une super idée? Honnêtement, le seul truc que j'ai vu, c'est que mes parents avaient des problèmes avec la copro en permanence. Et donc, ça a été ça vraiment le déclencheur de dire, OK, moi, je veux faire de l'IMO, mais pas de copro. Donc, c'était soit les maisons, soit l'immeuble. Et en fait, cette histoire d'immeuble, je t'avoue que je crois que je ne l'avais jamais vu avant de m'y intéresser moi, puisque à l'époque, il n'y avait pas grand-chose déjà en termes de communication. Hein, fin 2012, sur Internet, il n'y avait quasiment rien. Il y avait quelques forums qui existaient. Il y avait le forum Devenir Rentier qui était le plus connu, sur lequel moi j'échangeais, je discutais. Mais quand j'expliquais que je voulais acheter des immeubles de rapport en province ou à la campagne, tout le monde me prenait pour un fou et pensait que c'était une connerie et que j'allais le regretter, tu vois. Et je retrouve encore aujourd'hui des échanges ou les messages que j'avais postés moi à l'époque en 2012-2013. Et c'est drôle, tu vois, de voir les réponses des gens qui disaient mais non, voilà, tu vas te planter, etc. C'est marrant de le voir, tu vois, et de le relire, tu vois, quasiment 10 ans après. Donc ouais, ça a été ça. Et en fait, je me suis surtout aperçu qu'en m'éloignant, bah, pour le même prix qu'un appart, j'allais acheter un immeuble, quoi. Parce que je l'ai acheté 150 000 mon premier immeuble, ce qui est le prix d'un appart à Toulouse, quoi. Et du coup, de suite, ça, t'as pas eu de problème avec cet immeuble-là ou t'as eu quand même des galères? Alors, en fait, moi, je suis de nature impulsif. Donc, je suis très impulsif. Ce qui veut dire que quand j'ai décidé de faire un truc, je ne me pose pas 10 000 questions, je le fais. Quand j'ai décidé de faire de l'IMO, je crois que. Donc, je n'étais pas formé, hein, j'avais rien, je ne m'étais même pas formé sur la fisca, que dalle. J'ai visité deux immeubles, j'ai acheté le deuxième, quasiment sans négo. Alors, je n'ai pas étudié du tout la demande locative dans un village de 250 habitants. J'ai rien testé, j'ai rien vérifié. Et, euh, et j'ai dit, OK, bah, c'est bon, vas-y, j'achète, tu vois. Donc, ça s'est fait comme ça. J'ai eu de la chance. J'ai pas eu trop de problèmes avec cet immeuble, il était déjà loué. Par contre, en fait, en fiscalité, ouais, je m'étais planté. Donc, je l'avais fait en nom propre, il n'y avait pas de travaux, tout en location nue. Donc, je me suis planté fiscalement sur l'opération. Mais par contre, sur l'opération elle-même, finalement, je ne me suis pas trop planté. Et d'ailleurs, on l'a revendu l'immeuble il n'y a pas très longtemps. Je ne l'ai pas vendu, je crois, beaucoup plus cher que ce que je l'ai acheté. Je crois 10 000 balles de plus avec les frais notaires intégrés. Mais en fait, c'est tout, c'est pas grave. En fait, moi, j'ai récupéré du cash flow pendant 10 ans, quoi. Donc, ça m'allait très bien. Et à ce niveau-là, à un moment donné, quand tes parents, d'un point de vue extérieur, te voient acheter un immeuble dans une commune de 200 et quelques habitants, qu'est-ce qu'ils se disent? Euh, Étonnamment, ils n'étaient pas si inquiets, j'ai l'impression. J'étais pas si inquiet que ça. Ils n'avaient pas visité avec moi l'immeuble parce que c'était pas à côté de chez eux. Donc en fait, je l'avais visité solo. J'avais fait qu'un reportage photo, etc. Et en fait, c'était à un moment donné où je savais que j'allais être muté à Paris. Donc là, j'habitais à Bordeaux, je savais que j'allais être muté à Paris et j'avais deux choix. Et j'allais habiter dans le 77 à Paris. Et donc, soit j'allais chercher un appartement ou une maison à acheter dans le 77, soit j'investissais dans un immeuble.
Et en fait, j'avais mon tableau, je faisais mes calculs et je me disais, OK, si j'achète une maison pour le même tarif, tu vois, donc déjà, j'allais m'éloigner dans 77 pour aller trouver des maisons à 150 000 euros, mais je cherchais une maison à 150 000 ou alors un immeuble à 150. Je faisais mes calculs et je m'apercevais rapidement qu'il valait mieux être locataire en région parisienne et être propriétaire en province que l'inverse. Donc, du coup, je me suis dit, bon, OK, en fait, j'avais démontré avec un tableau que c'était plus intelligent pour moi d'aller investir sur ce truc-là. Et j'avais démontré que ça se louait parce que c'était loué, c'est tout. J'avais pas d'autre argument que c'est loué, donc ça veut dire qu'il y a une demande, quoi. Et étonnamment, ils m'ont dit OK, ils m'ont fait confiance, ils m'ont toujours soutenu dans ces démarches-là, quoi. Ça n'a jamais été un frein, en tout cas, ça n'a jamais été trop un frein, mes parents. Et là maintenant, est-ce que tu arriverais à me dire chronologiquement tous les appartements, immeubles, comment ça s'est passé, peut-être pas jusqu'à maintenant, mais quels sont les achats que tu as fait successivement? Ouais, en gros, donc là c'est avril 2013, mon premier immeuble, dans le Lot-et-Garonne, qui a été vendu maintenant, donc en gros à 1 heure de Bordeaux. Ensuite, fin 2013, j'achète ma résidence principale puisque je supporte pas d'être locataire et ça m'énerve en fait. Donc c'est pas du tout un choix intéressant financièrement, mais j'achète en région parisienne un appart, un petit T2. Ensuite, 2014, je rachète 2 immeubles supplémentaires dans la Marne cette fois. Parce que c'était en gros, comme j'étais dans l'Est parisien, c'était le plus simple en termes de trajet d'aller sur l'Est de Paris. Donc là, j'achète 2 immeubles de plus, un immeuble de mémoire à 75 000 avec 75 000 euros de travaux et un deuxième immeuble que j'achète, donc tous ces 3 immeubles en nom propre, que j'achète celui-là, je crois, à 90 000 avec 160 000 euros de travaux. Donc plutôt des projets avec pas mal de travaux à cette époque-là. Et après, donc ça c'est 2014. 2015, je rachète 2 nouveaux immeubles aussi, un dans Lyon et un dans la Meuse. Et 2016, on vend notre résidence principale, on achète un nouvel immeuble et donc dans la Marne et on achète notre nouvelle résidence principale dans la Marne puisqu'on quitte tous les 2 nos emplois avec Émilie, ma femme. On quitte tous les 2 nos emplois. Au début, il n'y avait que moi qui devais quitter mon job et elle garder son taf en sécurité. Et finalement, on s'est dit, bon, vas-y, on se lance et on fait ça. Quand on dit on se lance dans l'entrepreneuriat, puisqu'on avait créé Club Immobilier en 2015. On voyait qu'il y avait de la demande importante pour faire de l'accompagnement. Et donc, on s'est dit, OK, vas-y, let's go, on tente, on quitte tous les 2 nos jobs. Moi, je n'avais pas d'évolution professionnelle qu'on m'avait promis, tu vois. Donc, je me dis, vas-y, je me profite et je me casse. Donc, c'est ce qu'on fait tous les 2. Et après, il y a eu une période, forcément, pendant 1 an et demi, 2 ans, où on n'a pas pu acheter d'immobilier parce qu'on était tous les 2 sans emploi, au chômage, et il y avait juste une boîte qui commençait un peu à fonctionner. Et après, on a réaccéléré en IMO à partir de 2018 jusqu'à maintenant, où maintenant, la manière de faire l'IMO a forcément évolué puisque le contexte n'est plus le même. Et tu arrives aujourd'hui à me dire combien de lots, avec tous ces immeubles, vous avez réussi à avoir, combien d'appartements en globalité? Ouais, alors, au maximum, on a eu un peu plus de 90 lots. Aujourd'hui, on a vendu certains, donc on est à certainement moins que ça. Mais par exemple, on a investi dans des bureaux. On a 1000 mètres carrés de bureaux là où on est actuellement. On a 1000 mètres carrés. Et ça, je le compte pas vraiment. Ou alors, c'est un lot. Mais tu peux pas comparer vraiment en nombre de lots. J'ai toujours cru que je voulais absolument 100 lots, mais c'était un ego trip, de dire j'arrive à 100 lots. Au final, je suis jamais arrivé et on est redescendu entre-temps et ça me va très bien parce que en fait, on s'aperçoit que il n'y a pas d'utilité à essayer d'avoir le plus de lots possible en soi. Je pense que c'est juste une satisfaction personnelle qu'on peut avoir. C'est comme se dire j'ai envie d'avoir 1 million d'euros sur un compte. Ouais, mais en fait, c'est complètement con d'avoir 1 million d'euros sur son compte. C'est un peu le même truc, là. Et une question, c'est qu'est-ce qui a fait que tu es passé d'investisseur à entrepreneur? Quel moment tu t'es dit, bon, là, j'ai des demandes? Déjà, comment tu as réussi à savoir qu'il y avait des demandes? En fait, tout le temps, les choix que j'ai faits, c'était par des contraintes au départ. C'est pour ça qu'en fait, j'ai une vision très, très positive de toutes les merdes qui nous arrivent au quotidien. C'est qu'à chaque merde, il y a une solution qui arrive et quelque chose de bénéfique qui en ressort. Par exemple, on veut investir dans l'IMO. La banque, à un moment donné, nous dit, bon, mais stop, un immeuble tous les 6 mois, on arrête de vous suivre. Je suis passionné. Là, à ce moment-là, en 2015, mais je suis un fou d'immobilier. Je regarde des vidéos d'immobilier tous les matins au petit-déj. Avec Émilie, on s'assoit, on a la tablette et on regarde, en mangeant, je regarde des vidéos, je vis que pour ça, je suis au bureau, j'ai un double écran, je regarde des trucs sur l'IMO en même temps que je bosse, donc vraiment une vraie passion pendant cette période-là. Et quand la banque me dit, Guillaume, il va falloir stopper, là, je dis, mais non, c'est pas possible, Et donc là, commence l'idée de dire, OK, on va monter un club, ça s'appelait Club Immobilier, sur lequel on va réunir des investisseurs. C'était ça la base. Juste, on réunit des investisseurs. On avait une sorte de répertoire
avec tous les coordonnées de chacun, combien de lots tu avais, etc. Voilà, tu devais t'écrire tout ça. Et après, d'habitude, on a commencé à avoir de la demande, parce qu'on avait une page Facebook, je crois, et du coup, on a commencé à avoir de la demande pour faire de l'accompagnement. Et ça, on a commencé du coup en 2015. Et on a commencé tout doucement. Tu vois, au début, on a dit, bon, bah, OK, on a organisé des apéros. Comme ça qu'on l'a formalisé. En fait, on a organisé des apéros, les apéros Club Imo en 2015. Et on faisait un event à Paris dans lequel le premier event était gratuit. Donc, tout le monde pouvait venir. On était, je crois, une 30 ou quarantaine à venir quand même, mais gratuitement. Mauvaise expérience parce que les gens qui venaient gratos, ils cassaient les couilles et ils venaient en fait dire ouais, mais non, l'immobilier, il y a des problèmes, etc. Donc, le deuxième apéro, on l'a fait payant. On avait moins de monde, mais du coup, c'était payant et du coup, on n'avait plus ces personnes-là. Et après, à force, en fait, lors des apéros, on faisait des rencontres et les gens voulaient qu'on les accompagne sur leurs projets immobiliers, parce que nous, on avait déjà 5 ou 6 immeubles à ce moment-là, en 2015. Et donc, on considérait qu'on pouvait les accompagner. Ça, c'est arrivé très vite. C'est-à-dire qu'en gros, on a très, très vite accéléré à partir de 2015, où on a eu les demandes qui se sont accumulées super vite. Et encore plus quand on a quitté notre taf, tous les deux, avec Émilie. Mais on avait rapidement, hein, en 6 mois, on avait 2 ans de liste d'attente. On avait 2 ans de liste d'attente pour qu'on les aide à trouver des biens immobiliers. Alors, petit conseil pour tout le monde, quand tout le monde veut acheter votre produit et que vous avez 2 ans de liste d'attente, généralement, c'est que vous n'êtes pas assez cher et que vous allez le comprendre à un moment donné. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était pas assez cher et que nos conditions n'étaient pas assez strictes. Et ce qui fait qu'on a perdu beaucoup, beaucoup de temps et du coup, beaucoup d'argent pour rien parce qu'on avait des gens qui voulaient qu'on cherche des produits, mais qui n'étaient pas finançables, ou qui n'allaient jamais prendre de décision, ou qui allaient nous faire perdre notre temps, tout simplement. Donc voilà, quand ça marche trop bien, il faut se poser des fois les questions, se dire est-ce qu'il ne faut peut-être pas monter les prix, parce que vous ne pouvez pas vous démultiplier, et c'est ce qui s'est passé pour nous, on ne voulait absolument pas embaucher, et donc on s'est retrouvé dans une situation très délicate où on acceptait des clients, c'était super facile de signer des clients, et on ne savait pas, réaliser la presta, on n'avait plus le temps. Et au niveau de la communication, comment tu as fait pour avoir justement toutes ces personnes qui venaient à vous? Il faut savoir que là, en 2000, je crois qu'on a commencé à parler de Club Imo en 2015. Il n'y a pas Insta à ce moment-là, hein. Il n'y a pas Instagram. Hein. Il faut quand même se mettre ça dans la tête. Il n'y a que Facebook. Et ça a été Facebook au début, avec une page qui s'appelait même pas Club Immobilier, je crois. C'était le nom de notre holding au tout début. Et après, ça s'est transformé en Club Immobilier, de mémoire, où on va montrer des projets avant, après, ce genre de choses. On va montrer un peu notre quotidien d'investisseurs IMO, mais avec les projets. On montrait des photos du projet et on disait les chiffres sur l'opération, combien c'était loué, la rentabilité, etc. Comme ça. C'était Facebook à l'époque. Et vous faisiez déjà de la publicité ou c'était vraiment de l'organique pur? L'organique en 2015-2016, en gros, Facebook, il y avait quand même du reach important sur de l'organique. Et donc, tu pouvais avoir de la visibilité de la manière que tu peux avoir la visibilité sur TikTok aujourd'hui sans faire de pub. C'était un peu la même chose. Et donc aujourd'hui, faire exactement ce qu'on a fait, c'est pas possible sur Facebook, par exemple. Il faudrait avoir une autre plateforme pour pouvoir communiquer, échanger, une plateforme qui te permet de ne pas payer pour avoir du reach. Et pour moi, c'est soit TikTok, soit LinkedIn, tu vois, qui peut permettre de faire ça aujourd'hui. Donc du coup, vous lancez des avant-après, vous expliquez que vous pouvez accompagner des personnes, vous faites des petits repas, on va dire des petits apéros en mode parler à tout le monde. Et à un moment donné, quand vous voyez que financièrement, vous n'y arrivez plus parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, le prix était trop bas et la demande était trop grande, qu'est-ce que vous faites à ce moment-là? En fait, à ce moment-là, on prend une décision assez radicale. C'est que, je me rappelle, ça doit être en décembre 2017, je crois. Et en fait, on envoie un message à tous nos clients. Donc là, on se rend compte qu'on ne peut plus tenir, quoi. C'est plus possible, en fait, on n'en peut plus. Et donc, on envoie un message à tous nos clients et on dit, il y a 2 choix. On demandait un acompte, en fait, pour déjà faire un tri, hein, parce qu'il y a 2 ans d'attente, mais avec des tris quand même. Donc, on demandait 800 € d'acompte à l'époque. Et on disait, soit on vous rembourse, soit on ne fait plus la recherche pour vous. Parce qu'à l'époque, en fait, on faisait l'équivalent du clé en main, si tu veux. On faisait de l'accompagnement. Donc, on se déplaçait avec toi, etc. Et en plus, on cherchait ton produit. On faisait tout le suivi de chantier, on faisait vraiment tout de A à Z, sauf la gestion locative qu'on ne faisait pas. Et on faisait ça pour 5% du montant de l'OP. Il y en a qui font ça aujourd'hui sur le marché, mais en fait, c'est juste pas possible quand tu es à 2. Enfin, tu vois, et que nous, on faisait France entière. Hein. On se déplaçait France entière pour le faire. Donc, c'est juste impossible. Et donc, on a dit, on ne fait plus de recherche pour vous. Et je ne sais plus si on passait de 5 à 10 ou de 5 à 8 à peu près pour donner un ordre de grandeur. Mais en gros, quasiment, on doublait nos prix. Et en plus, on faisait des choses en moins. Et du coup, on a 70% des clients qui sont partis.
évidemment, qui ont demandé à être remboursés. Mais étonnamment, on a quand même 30% qui sont restés. 30% qui ont accepté de faire qu'on fasse moins de choses et de payer 2 fois plus cher. Ce qui veut dire qu'on n'était vraiment pas assez cher au départ. Et donc, du coup, c'est à partir de ce moment-là où on a commencé à souffler, tu vois, en fait, à effacer un peu, tu vois, toute l'ardoise qu'on avait devant nous en disant, putain, tout ça à faire. On a effacé tout ça et on est reparti un peu à zéro. Et en parallèle de ça, on a commencé aussi la partie formation en ligne. Avant de réaliser et de changer le prix, combien de temps ça a pris? Ça a pris beaucoup trop de temps, je dirais quasiment 2 ans. Ah oui, quand même. Quasiment 2 ans. En fait, on a fait 2 ans. Pendant 2 ans, on bossait jour et nuit et on ne regardait pas le bilan, on ne regardait pas les chiffres, on bossait comme des dingues. Et au bout de 2 ans, on a quand même ouvert un bilan et on s'est dit, mais c'est une catastrophe, en fait, on ne gagne pas d'argent. Et quand tu es en première année et que tu as un CDI à côté, pas de problème, tu gagnes bien ta vie à côté, tu t'en fous de ne pas gagner d'argent en entrepreneuriat. Mais quand tu te dis, putain, le chômage est en train de s'arrêter, là, tu commences à te poser des questions en disant, mais attends, parce que nous, les premières années où, en fait, où on bossait full-time, on ne pouvait même pas se verser l'équivalent du RSA chacun. On ne pouvait rien se verser. Ça payait nos charges, nos déplacements professionnels, ça payait nos restos, ça payait tout ça, l'hôtel, et c'est tout. On ne se payait pas du tout. Et du coup, on a mis d'ailleurs beaucoup d'années avant de dégager un premier salaire. Donc non, ça a été trop long. Et aujourd'hui, faites attention aux chiffres, suivez-les. Alors, il ne faut pas non plus être maladif par rapport à ça, mais ne faites pas comme nous, attendez pas 2 ans pour commencer à regarder les chiffres. Et à ce moment-là, vous avez vraiment connu une période difficile? Ouais, alors, difficile. On avait déjà de l'immobilier à côté, donc ça nous rassurait. Malgré tout, on était stressé. On était stressé au point de dire, si ça va mal, il y en a un de nous qui va aller bosser à McDo, quoi, tu vois. Vraiment, hein. C'était vraiment les sujets de discussion. Là où, tu vois, on communiquait sur Facebook, sur tout ça, en disant, voilà, on est en train de chercher notre 6e immeuble, on accompagne des clients et tout. À côté de ça, on est en train de se dire, putain, mais c'est peut-être qu'il y en a un des deux qui ira bosser à McDo, et puis bon, voilà, c'est pas grave, quoi. Ça nous permettra de survivre. Mais jamais, en tout cas, on s'est dit, on va retourner dans un salariat classique où je vais retrouver mon ancien job. Non, ce n'est pas dit. On s'est dit, on va trouver un job temporaire éventuellement si on a besoin. On faisait, je crois que je l'avais dit déjà une fois, mais Émilie, elle n'aime pas que je le raconte parce qu'elle en a honte. Mais en fait, on faisait les clients mystères, tu vois. Les clients mystères, je ne sais pas si tout le monde connaît, mais les clients mystères, c'est en gros, on te donne 10 balles pour aller faire les courses quelque part. Et à la fin, tu dois vite rentrer chez toi parce que tu as une durée pour aller noter et dire ce que tu as vu, ce que tu as perçu. Est-ce que le mec, quand tu lui as demandé des œufs, il t'a bien montré, il t'a accompagné pour te montrer les œufs ou pas, tu vois. J'ai même fait croire que j'allais acheter des bagnoles pour gagner 50 balles, tu vois. Donc, ouais, tu l'avais c'était dit. Vraiment, c'était une période, si tu regardes de l'extérieur, en vrai, peut-être qu'il n'y avait pas besoin de s'alarmer autant. Mais comme, en fait, on commençait à puiser sur nos économies, en fait, on n'était pas du tout à l'aise avec ça. Ouais, tu l'avais dit au séminaire. Tu l'avais expliqué. Ouais, voilà. Mais du coup, c'est particulier. Et en fait, encore une fois, ça, les gens, tu peux pas l'expliquer. Tu peux pas le dire au moment où ça t'arrive, tu vois. Tu n'en es pas fier, évidemment. Tu vends aussi un peu une image. En gros, tu vends ce qui est possible. Et c'est vrai que tu dois aussi être sûr de toi. Si tu expliques à quelqu'un, oui, t'inquiète pas, je vais te montrer comment faire pour avoir un immeuble et à côté, tu manges des pâtes. Qu'est-ce qui t'a fait te dire que la formation vidéo était l'étape d'après? Alors, en fait, c'est assez marrant. Je crois que c'était en juillet 2017. Je suis intervenant au séminaire de Raphaël Carteni, un ami à moi. Et donc, je suis intervenant et je suis le premier intervenant. Et je suis le seul qui parle d'investissement IMO. Les autres, ça va parler un peu de business, de digital, etc. Et moi, je passe en premier. J'étais le plus vieux et je viens et je dis voilà ce que je fais, voilà tous les immeubles que j'ai, etc. Et je gagne, je ne sais plus ce que c'était, genre, je sais pas moi, 15 000 balles par mois de revenus locatifs ou 10 000 balles par mois de revenus locatifs. Et j'arrive en me disant, je suis un killer, tu vois. Enfin, j'arrive en me disant, je suis le plus vieux, tu vois, je maîtrise, tu vois. Et en fait, donc je m'assois, je suis tout le reste du séminaire, c'était un samedi, toute la journée. Et là, je passe face à Maxence Rigotier. Maxence Rigotier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un mec qui fait des formations en ligne, etc. Bref. Et du coup, j'écoute ce qu'il me dit. Il avait, je ne sais pas quel âge il a, mais il a peut-être pas 10 ans de moins que moi, mais peut-être 5 ans de moins que moi, je pense. Facile. Et donc, je l'écoute. Et ce mec-là, il est en train de me dire en 2017, je crois, qu'il fait un truc comme 70 000 balles par mois, tu vois, avec la formation. Et moi, je me dis, mais comment c'est possible, tu vois? Je me dis, c'est vraiment ça? Et je me rappelle, j'ai jamais été aussi attentif dans un séminaire. J'ai tout noté. Tout ce qu'il a expliqué, j'ai noté. Il y a des mots que je ne connaissais pas. Lead magnet, je ne connaissais pas. Je note, tu vois. Et donc, on fait la soirée. Il y avait la soirée VIP, etc. On s'amuse bien.
Mais humainement, je ne parle pas du tout avec Maxence. Le feeling passe pas, tu vois, je ne ressens pas le truc, tu vois, du tout. Donc, c'était pas le mec, tu vois, c'est juste que ce qu'il m'expliquait par rapport à ce qu'il avait fait à lui, ça m'a débloqué en me disant, mais attends, mais moi, en fait, je peux le faire peut-être, tu vois. Et donc, le lendemain matin, enfin, quand je dis le lendemain matin, c'est quand je rentre de soirée, il doit être 3-4 heures du matin, je rentre, je réveille Émilie et je dis, Émilie, il faut que je te raconte. Donc, je la réveille, il est 4 heures du mat. Et là, je lui dis, je raconte tout ce qui s'est passé et tout ce que j'ai appris. Et je relis mon carnet, tu vois, en disant tout ce que j'ai appris. Et bon, elle, ça la saoule, mais moi, je suis tellement excité, je suis fou d'excitation. Et le lendemain matin, à la première heure, je prends mon ordi et je prépare mon premier lead magnet et j'envoie mon premier lead magnet, qui était le tableur Excel d'estimation de travaux, la version gratuite, qui a été réalisée du coup en 2017 et qui est encore jusqu'à présent le lead magnet qui a le mieux fonctionné chez nous depuis la création de Club Immobilier. Donc, il a été créé comme ça, à l'arrache, entre guillemets, le lendemain du séminaire, après avoir eu une illumination, tu vois, sur la formation. Quand tu parles de lead magnet, tu parles de tunnel d'email, c'est ça? En gros, tu demandes Alors, un ouais. mail contre ton classeur de travaux. Exactement, ouais, c'est ça. En fait, tu échanges un mail contre un produit gratuit. Voilà, c'était ça l'idée. Et donc, c'est là où je dis, en fait, je commence à comprendre l'intérêt de collecter des mails. Je n'avais pas avant, j'avais rien, j'avais pas de CRM, j'avais rien pour collecter les mails. Donc, je collectais pas les mails, en fait, pendant des années. Et là, je commence à découvrir ça. Donc, j'avais une communauté un petit peu, tu vois, une petite communauté. Je ne me rappelle plus comment c'était, mais c'était vraiment tout petit. Mais du coup, je découvre comment on peut monétiser potentiellement sa communauté, chose que je n'avais jamais eu l'idée de faire avant 2017. Et entre le moment où tu commences à cumuler les emails et le moment où tu commences à faire tes premières séquences mail, il se passe combien de Oui. temps? Alors, en fait, au-delà des séquences mail, c'est la première formation surtout. En gros, je crois que c'est le 7 juillet 2017, je fais le séminaire et je sors ma première formation, je crois, le 1er août. Donc, j'ai un mois et je crée ma formation, je la filme, je fais le montage, je la mets sur ClickFunnels, c'est ClickFunnels à l'époque, ouais. C'est toujours ClickFunnels d'ailleurs actuellement. Mais bref, je la mets sur ClickFunnels et je fais ma page de vente, mon order page, ma page de confirmation, je configure Stripe, je m'occupe de tout, tu vois, et je lance. Et je lance mon produit qui s'appelait Démarrer dans l'investissement immobilier et que je vendais à l'époque 47 euros, je crois. Et du coup, je fais mon lancement, tu vois. Mais à l'époque, j'avais pas de CRM. Donc en fait, je faisais un copier-coller, tu vois, je faisais un mail et je mettais en copie cachée tous les adresses mail que j'avais, tu vois. Enfin, pour te dire un peu le niveau, tu vois, des trucs. Et donc là, j'envoie mon mail et on fait 10 ventes. On fait 10 ventes, donc j'ai bossé un mois d'arrache-pied, tu vois, pour faire cette formation et on a fait 470 euros. Mais sauf que j'ai plus personne à qui envoyer mon mail, quoi, tu vois. Et donc là, je me dis, merde, qu'est-ce que je fais? Et du coup, genre 2 mois après, je lance une deuxième formation qui s'appelait Évaluer vos travaux. Et c'était la deuxième formation que j'ai créée, qu'on a vendue, tu vois, 97 euros, et on en a vendu 20, tu vois. Donc, c'était pas des. Encore une fois, j'ai vite relativisé en me disant, en fait, avant de gagner 80 000 balles par mois avec la formation, il va falloir attendre un petit peu quand même. Pour la campagne donc, du lead magnet, tu as fait une campagne payante ou pas au niveau de Facebook? Non. Tout en Non, organique on n'a pas encore. commencé, on n'a pas fait de pub avant 2019. Qu'est-ce qui a fait que tu as commencé à te dire, bon, on va faire de la pub? J'ai fait mon premier mastermind. J'ai fait le mastermind de Cédric Anissette à l'époque, qui était à l'époque un peu le mec qu'il fallait suivre, etc. Et donc, j'ai fait son mastermind en 2019. Ça nous a coûté un peu plus de 20 000 balles, je crois, plus les déplacements et tout. Enfin, en gros, à deux, ça nous a coûté à peu près 40 000 euros l'année. Donc, c'était un gros investissement pour nous. Et là, en fait, on a eu un peu, tu vois, on était en confrontation enfin avec d'autres entrepreneurs, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent. Et donc, on commençait à comprendre comment ça marchait. On commençait à avoir des gens qui avaient des salariés, des gens qui balançaient de la pub. Nous, on faisait pas de pub. Donc, du coup, pendant cette période-là, moi, je me suis formé à la publicité et j'ai commencé à faire mes propres pubs. On a tout fait nous-mêmes. On n'a jamais, enfin, on a tous appris à faire en interne avant d'envisager de déléguer. Et ça a pris du temps avant de commencer à envisager de déléguer, quoi. Donc ouais, c'était de la pub. Et à l'époque, à la pub, c'était booster cette publication, hein. C'était juste, j'appuie sur booster, je mettais 10 balles et puis c'était parti, quoi. Il n'y avait rien, il n'y avait pas d'audience, il n'y avait pas de ciblage, il n'y avait pas tout ça. Et tu l'as vu vraiment la différence entre le avant Mastermind et le après? Le fait de t'être confronté à tous ces entrepreneurs, Ouais. à toutes ces solutions. Vraiment, est-ce que les 40 000 balles, ça les a values ou t'es... En fait, à la fin du mastermind,
j'étais déçu. J'étais déçu, enfin, ou pendant le mastermind, en fait, j'étais déçu. Déçu par rapport à la qualité du mastermind en lui-même, par rapport au contenu, par rapport à l'organisation, par rapport à plein de choses, enfin, et surtout par rapport à l'organisateur, principalement. Donc, ouais, déçu, mais au final, à la fin, quand je fais le bilan et que je regarde tout ce que j'ai pu faire ou tous les changements dans ma tête que ça a pu permettre d'avoir, je me dis que c'est hyper positif et que ça valait le coup, en fait, de le faire. Ça valait le coup de dépenser ces 40 000 balles. Parce qu'à la fin, même si je ne suis pas en contact avec beaucoup de gens encore, tu vois, il y avait Marvin à l'époque dedans. Et Marvin, bah, je suis associé avec lui sur une boîte Freshéo qui a été valorisée, enfin, tu vois, sur laquelle on fait une levée avec une valo de 10 millions d'euros, sur lequel moi je suis rentré au tout début de la boîte. Donc ça me rembourse largement mon investissement, si tu veux, dans ce mastermind. On a d'autres personnes qui sont dans le mastermind, qui étaient dans le mastermind en 2019, qui font maintenant partie de notre mastermind et qui sont participants. Enfin, tu vois, donc il y a plein de trucs. Il y a eu des relations quand même qui se sont créées. Il y a des choses qui sont faites, mais surtout ça a été des déclics mentaux, je pense, plus qu'autre chose, sur lesquels on a commencé. Enfin, si on a commencé à embaucher, je pense que c'est grâce à ça. Si on a augmenté le budget publicitaire, c'est grâce à ça. Voilà, il y a eu quand même des choses importantes. Et rien que le recrutement, déjà, c'est un énorme gap, quoi. Quand tu arrives à te débloquer l'idée d'embaucher, c'est OK. Ouais, c'est souvent ce qui coûte le plus cher, en fait, les déclics. C'est souvent ce qui coûte le plus cher dans n'importe quoi. Hein. C'est pas forcément la technique parce qu'on peut toujours tout apprendre, on va dire même presque gratuit aujourd'hui. Mais c'est le déclic de se dire que c'est possible qui coûte vraiment cher. Et de voir que c'est possible, de s'entourer de personnes que c'est possible. Et d'ailleurs, Marvin et toi, j'en parle dans une de mes vidéos qui va sortir là sur maigrir parce que je viens de faire un défi de 30 jours de maigrir et j'ai perdu 6 kilos. Et du coup, je parle des solutions pour se faire livrer des repas à domicile. Et je parle de 3 solutions, dont Freshéo. Donc voilà, très drôle. J'en parle. Donc, tu crées Club Immobilier. Et après Club Immobilier, tu crées d'autres structures. Donc, lesquelles? Du coup, fin 2019, on crée une boîte qui s'appelle le cabinet CIB, qui est un cabinet d'expertise comptable. Ensuite, on va créer en 2000... attends, je me rappelle des dates un peu, mais en 2021, je crois, 2020, 2021, je ne me rappelle plus des dates, mais en gros, on va créer MySeed Advisor, donc une boîte qui fait, on va dire, de l'accompagnement sur la partie crypto et bourse. On va créer une boîte qui s'appelle Oikos, qui, elle, a été créée en 2021, pardon. En été 2021, qui fait en fait le métier historique de club immobilier, c'est-à-dire de l'accompagnement clé en main. Et en fait, c'est un peu ma vengeance, si tu veux, de la création de Club Immo au départ, qui était de dire on n'a pas réussi à le faire fonctionner sur Club Immobilier, mais on va essayer de prendre une méthode totalement différente pour Oikos, sur laquelle on va embaucher, on va déléguer tout. Et là, à ce moment-là, jusqu'à présent, pour l'instant, tout se passe bien. On a une vingtaine entre 15 et 20 salariés et on a 3 agences et voilà, on continue à se développer et le but c'est d'ouvrir un peu partout en France. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a développé et créé? Alors, il y a des boîtes qui existent aujourd'hui juridiquement mais qu'on n'a pas lancées. Par exemple, on a une boîte qui fait de la domiciliation de société. Elle existe, elle a toutes les accréditations, mais on a juste eu la flemme de la lancer parce qu'une fois qu'on a fait toute la démarche, on s'est rendu compte que pour arriver à gagner de l'argent avec, il va falloir dépenser beaucoup d'énergie. Et pour l'instant, personne dans le groupe ou dans nos équipes a l'énergie de dire « Ok, je m'en occupe et je le fais ». Donc, en gros, tu vois, là, par exemple, on a une boîte, elle existe, mais elle est en attente que quelqu'un se dise « Allez, vas-y, je m'en occupe, je la prends celle-là et je la fais grandir ». Donc après, on a développé quoi? On a développé une société qui s'appelle Rentelo qui fait de la sous-location professionnelle, puisqu'on a racheté une boîte qui s'appelle Mon Capital Immo entre-temps, voilà, qui fait donc de la formation en ligne. Donc on a racheté cette société-là et ensuite du coup on a exploité, on va dire, le contenu de la formation pour en faire une activité donc de sous-location professionnelle. Et après, actuellement, on fait de la partie promotion aussi, la promotion immobilière, que ce soit en France ou en Espagne. Voilà un peu l'activité. Au niveau association, comme tu disais Freshéo, tu en as d'autres aussi? Alors, Freshéo, c'est assez particulier puisque en gros, on est rentré au capital d'une boîte pour l'aider à se développer, mais on avait peu d'impact opérationnel. On n'est pas sur place, ils sont en Belgique. C'était surtout un accompagnement, on va dire, au quotidien avec Marvin au tout début, sur lequel on s'appelait tous les jours, tu vois, pour essayer de réfléchir à la strat, au développement et poser des questions. Ça faisait du bien d'avoir quelqu'un à qui parler, échanger, et tu vois, voilà. Et même dans l'autre sens, c'était aussi vrai. C'est-à-dire que moi, ça me faisait du bien de parler avec Marvin
sur mes propres problématiques au niveau de Club Immo à l'époque. Donc voilà. Après, on est rentré au capital d'autres boîtes, on fait un peu d'investissement dans les startups, mais il n'y a pas vraiment de boîte aujourd'hui équivalente dans lequel, dans lequel on est purement, en fait, on a purement été investisseur financier. Ah oui, j'ai oublié de dire qu'on avait une conciergerie en location courte durée aussi, dans lequel on est rentré au capital. Mais là, ça se fonde parfaitement dans notre écosystème. Alors que Freshéo, qui est de la livraison de plats à domicile, assez compliqué d'intégrer dans l'écosystème. Donc, c'était plutôt, on est tombé amoureux l'un de l'autre, si tu veux, de l'entrepreneur que Marvin était. Donc, c'est pour ça que j'ai suivi, pas parce que je maîtrisais le domaine de la food ou quoi que ce soit. Tu vois, c'est juste, j'ai trouvé ce mec-là, j'ai dit, mais moi, je veux ce mec-là je le veux dans mon portefeuille, dans mes équipes. Quoi, tu vois. Et au total, aujourd'hui, tu as combien de sociétés en tout, si tu arrives à dire un nombre? Je sais pas trop te dire, mais sans compter les SCI, une dizaine, quoi, peut-être, ouais, une dizaine, je pense, ouais. Je n'ai pas fait le total, hein, mais ouais, entre 10 et 15. Et au niveau. Je parle pas de sociétés dans lesquelles je suis rentré juste au capital. Hein. Genre, Ouais. je dis pas les sociétés dans lesquelles j'ai mis 20 000 euros. Je compte pas que c'est une société du groupe. Tu vois. Je compte que c'est du groupe quand j'ai peut-être allé à partir de 20% ou 30% de la boîte. Quoi, tu vois. D'accord. Ouais. Et au niveau de tes entreprises, est-ce qu'il y en a qui ont coulé simplement ou des investissements d'entreprises que tu es rentré, ils ont coulé, que tu t'es dit merde? Il y a des boîtes qu'on a fermées. Il y a des boîtes qu'on a fermées. Il y a des boîtes. En fait, par exemple, notre directeur général actuel et la la directrice qui développe la société de Souloc et la boîte de promotion, c'est des gens dans qui en fait, on avait investi en 2020, de mémoire. On avait investi dans leur boîte. Ils faisaient des box fitness. Et on était rentré dans leur boîte. Et en fait, leur boîte a coulé. Enfin, a coulé. Ils ont fermé la boîte parce qu'en fait, elle ne gagnait pas suffisamment d'argent selon eux. Et du coup, ça a été notre premier, entre guillemets, échec d'investissement. Mais, tu vois, finalement, on les a, entre guillemets, recrutés dans notre équipe pour venir bosser avec nous parce qu'on trouvait ça hyper intéressant. Et dans tous les cas, on est encore une fois, c'est souvent une sorte de personne. On était tombés amoureux des entrepreneurs qu'ils étaient. Et c'est pour ça on les a récupérés dans l'équipe. Donc, c'était plutôt ça. Et après, on a eu plein de boîtes qui ont évolué. Et je pense qu'il y a beaucoup de boîtes qui évoluent et qui ne coulent pas parce que l'entrepreneur, il sait être flexible et agile. Et donc, Club Immobilier, par exemple, a beaucoup évolué. On ne faisait pas de la formation à la base. Donc, je veux dire, on pourrait imaginer que Club Immo d'avant a coulé. Mais on l'a juste fait évoluer. On a été agile dans les services qu'on pouvait proposer. Donc, souvent, c'était comme ça. Il y a plein de boîtes qui ont changé, tu vois, leur manière de fonctionner pour s'adapter, en fait, simplement à la demande. Moi-même, j'ai lancé une société de box par abonnement pour les tennisman, pour les joueurs de tennis. Ouais. Et ouais, je vois ce que tu veux dire au niveau des coûts. C'est compliqué de faire baisser les marges des produits et de rester rentable parce que malheureusement, tout explose en ce moment. La livraison, tout en train de monter. Et c'est vrai que de garder des marges sans forcément augmenter les prix ou alors diminuer la qualité, c'est à la fois compliqué, mais voilà, c'est un sacré travail. Et à quel moment, avec Émilie, ta femme, vous vous êtes dit, allez, on s'associe? Donc, tu nous l'as dit tout à l'heure, mais à quel moment vous vous êtes dit, on va y arriver ensemble? Parce que c'est compliqué de travailler en couple et dans la même boîte sans forcément faire tout exploser ou imploser. En fait, la première expérience vraiment d'association pour développer le groupe, ça a été vraiment le cabinet comptable. Et en fait, c'était pas une envie en tant que telle, c'était juste qu'on n'avait pas le choix. C'est que pour créer un cabinet comptable, il fallait être expert comptable. Et nous, on ne l'était pas. Donc, dans tous les cas, il fallait qu'on trouve quelqu'un. Donc, ça a commencé comme ça, en fait. L'association, c'était un peu le pas le choix. Et après, il y a plein de trucs qu'on a. En fait, une fois que tu as débloqué, c'est un peu comme ton premier salarié, tu vois. Une fois que tu as débloqué l'idée de l'association, ça devient beaucoup plus simple de le lancer et de le faire. Et aujourd'hui, créer une boîte avec des gens, j'exagère, hein, mais qu'on rencontre et avec qui on a discuté depuis 2 heures, c'est possible, quoi. Parce que l'apprentissage du feeling, de la personne avec qui tu sais avec qui tu peux travailler, etc., ça peut aller beaucoup plus vite. Et surtout, tu as beaucoup moins peur de créer une boîte aujourd'hui. S'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas de crédit dessus, il n'y a pas tout ça, vas-y, on y va, let's go. On verra. Si ça ne marche pas, on arrête. Encore moi, j'ai tendance à dire, et j'aime bien cette idée de dire, dans tous les cas, quand une boîte fonctionne, ça se voit. Et quand une boîte ne fonctionne pas, ça ne se voit pas parce que tu n'as pas de clients, de toute façon. Donc, personne ne voit que tu ne fonctionnes pas. Donc, il ne faut pas avoir peur de créer une boîte parce que ça ne se voit pas, personne ne le saura. Donc, c'est un peu l'image que j'ai de me dire, tu vois, à un moment donné, on avait monté une boîte de courtage en assurance.
parce qu'on voulait faire ça. On n'a pas réussi à la développer avec notre associé. On ne l'a jamais lancé, en fait, au final. On avait tout créé et tout ça. On ne l'a jamais lancé. C'est un échec pour nous. Mais en même temps, personne ne le sait. On ne l'a jamais lancé. Personne ne l'a jamais vu. Tu vois. Et même si on l'avait lancé, et même si on avait eu 3 clients, il n'y a que 3 personnes qui auraient vu qu'on avait arrêté. Et avec Émilie, vous êtes assez complémentaires. Vous avez tous les deux vos personnalités. Et à quel niveau l'un complémente l'autre? Ouais, alors on est très différents en effet. Moi, je suis très impulsif, elle est très calme et très posée, elle est très rigoureuse. Moi, je suis plus créatif, tu vois, dans l'idée. Donc, on a vraiment on est très, très complémentaires sur plein de sujets. Je suis incapable de faire ce qu'elle fait, elle est incapable de faire ce que je fais. Donc, ça, c'est hyper positif. Euh, je pense que s'associer avec des gens qui nous ressemblent, c'est une très, très mauvaise idée. Ça a été le cas, on l'a déjà testé, tu vois, des gens en disant, tu vois, le feeling il passe super bien parce qu'en fait, le gars, c'est ton meilleur pote, tu vois, ça peut être ton super pote avec qui tu vas faire des conneries, mais c'est pas celui qui va faire que, tu vois, par exemple, si toi, tu dis, ah, moi, je suis hyper créatif, ah, ben, moi aussi, super, mais qui va réaliser ce qu'on est en train d'imaginer? Personne. Bon, bah, en fait, il y a personne qui a envie de faire le taf, quoi, parce que du coup, nous, on a juste envie d'avoir des idées. Mais si tu t'associes avec quelqu'un comme ça, c'est mort. Et si tu es 2 personnes qui sont hyper rigoureuses, hyper calmes, etc., hyper posées et qui sont peu créatifs, bah, du coup, tu vas jamais lancer de boîte, quoi. Donc, il faut cet équilibre. Alors, soit cet équilibre, il est au niveau de l'association, soit c'est un salarié qui est hyper bon, hyper impliqué dans la boîte. Mais l'idéal, c'est quand même avoir des associés complémentaires dans leur profil. Et au niveau des salariés, donc tu en as beaucoup avec toutes ces boîtes. Comment tu arrives à les embaucher déjà? Est-ce que c'est toi qui les embauches? Ou comment ça se fait pour que ça se passe bien, on va dire? Difficile comme sujet. C'est pas moi qui m'en occupe. Là, en fait, ce que je suis en train de te dire maintenant, s'il faut, ça va changer dans une semaine. On est dans des périodes où il y a beaucoup de choses qui changent. On avait à un moment donné une assistante RH, mais finalement, ça ne l'a pas fait. Donc, du coup, maintenant, on le regère en interne. Enfin, on le regère en interne. On le refait nous-mêmes. Donc, assez compliqué ce recrutement. Au début, j'ai fait l'erreur de recruter uniquement avec les réseaux sociaux, on va dire, sur lesquels genre, je mettais un message sur Insta, on m'écrivait, je disais, bon, allez, let's go, on est en pleine croissance, j'embauche, tu vois, c'était un peu la fête. C'était un peu la fête, et du coup, j'ai fait des mauvais choix, forcément. Après, on est passé par LinkedIn et Indeed. Aujourd'hui, c'est principalement Indeed sur lequel on fait nos recrutements. Mais nos meilleurs recrutements, honnêtement, ils sont faits par hasard, quoi. Je veux dire, aujourd'hui, notre CTO, c'était un message sur Insta en disant dites-moi la compétence que vous avez, je vous dirai ça m'intéresse. Et le mec m'a décrit son poste et j'ai dit vas-y, c'est cool. Et il m'a dit ah, je suis à Gruissant, je suis à côté. Si tu veux, je peux passer cet après-midi. Je dis ouais, bah viens, vas-y. Et le soir même, je faisais une offre et il a accepté, tu vois. Et pareil, notre responsable stratégie, c'est un mec, il m'a écrit sur WhatsApp parce que son beau-frère avait fait notre mastermind. Et il m'a écrit en me disant ouais, Guillaume, je suis ce que tu fais. J'ai plein d'idées pour t'aider à développer ta boîte, etc. Il m'a fait un roman comme ça. Et j'ai mis genre 2 semaines avant de lui répondre parce que je me suis dit, qu'est-ce qu'il veut lui, tu vois, il va me saouler. Et en fait, finalement, je l'ai eu au téléphone. Il habitait à Grenoble. C'était mercredi. Et je lui ai dit, tu peux descendre. Il me dit, j'arrive vendredi. Vendredi, il est venu. Vendredi soir, j'ai fait une offre. Et 2 semaines après, il a déménagé et il commençait. Donc, et là, je n'avais même pas posté d'offre et je ne cherchais même pas son profil, tu vois. Donc, il y a le hasard des rencontres, le hasard qu'il faut aller chercher, tu vois, parce que c'est le hasard, mais malgré tout, il faut aller le chercher, ce hasard-là. Et après, oui, il y a eu des gens sur des trucs plus tradis, mais le reste, c'était la plupart du hasard. Notre directeur général aujourd'hui sur Ecos, c'est Gabriel, qui était celui justement des box qui se sont cassés la gueule, tu vois, la boîte des box qui a fermé, qui était en fait un élève de notre mastermind, que j'ai appelé parce qu'il était en tour du monde, et je lui ai dit, bah écoute, je vais être papa. Je vais être papa dans 2 semaines. En gros, il faut que tu viennes nous aider et que tu reprennes la direction générale du groupe, quoi. Et après, il a dit, bon, laisse-moi une semaine. Et après, il est arrivé et il a repris, tu vois. Donc, c'est pas en cherchant directement, c'est pas en mettant une offre d'emploi qu'on a trouvé. C'est les rencontres. D'être ouvert, en fait, à l'idée de se dire, OK, comment ce mec-là, je peux l'intégrer? Comment ça peut avoir du sens dans ma boîte? Et la plupart des gens qui travaillent chez nous, ils ont déménagé pour venir. Ils ont déménagé pour venir bosser avec nous. Parce qu'au début, vous étiez en full remote et du coup, vous êtes passé comment dire, en physique. Ouais, c'est ça. On a été en full remote pendant 1 an, que j'ai mal vécu à la fin parce que en fait, il y avait des tensions qui se créaient entre les équipes, des problèmes de communication. On le voyait pas, mais en fait, on sentait petit à petit qu'il y avait des tensions qui se créaient. Et après, j'ai dit non, c'est mort. J'ai été vacciné contre en fait le télétravail. Et là, par contre, on a acheté des bureaux dans le sud de la France. Et là, on s'est installé et là, on a commencé. On est reparti quasiment de zéro, hein. On avait 10 salariés en remote.
on est descendu dans le sud, on est redescendu avec 2 salariés. Hein, et on est reparti de zéro et on a tout monté. Donc, on est descendu en fin 2020. Donc, ça fait 2 ans maintenant qu'on est dans le sud. En gros, un peu plus de 2 ans maintenant. Et tu vois, là, dans les gros, on est 30 maintenant. Alors que tu vois, on était 2 il y a 2 ans. Donc ouais, on est reparti de zéro. Et du coup, vous êtes 30 dans vos locaux de 1000 mètres carrés. Et ça fait quoi? C'est on va dire, tu mets un endroit pour une telle société, un endroit pour une telle société, ou c'est un open space Ouais. tout le monde travaille En ensemble? fait, tu vas avoir, par exemple, tu as un plateau pour toute la partie formation, sur lequel tu vas avoir genre 15 personnes, un peu plus de 15 personnes sur la partie formation. Tu as un plateau sur la partie Oikos, l'agence locale. Et après, tu as un plateau sur Oikos, le siège. Voilà. Et après, tu as d'autres boîtes, mais sur lesquelles il n'y a pas de salariés. La promotion, il n'y a pas de salariés. Rintello, sur la sous-loc, il n'y a pas de salariés non plus. Donc, tu as plusieurs boîtes et puis tu as des boîtes qui ne sont pas là. Par exemple, la boîte le cabinet comptable, il n'est pas là. Donc, elles sont dans le nord de la France. Donc, voilà. Mais on a essayé, en effet, petit à petit, mais on déménage beaucoup. Hein. On déménage beaucoup parce que J'ai vu, tu as des semaines où tu as 3 personnes qui arrivent nouvelles. Tu dis merde, où est-ce que je vais? Tu vois, tu es en train de tout repenser. Du coup, tu dis, ah ben non, toi, tu redescends au rez-de-chaussée, toi, tu remontes là-haut, etc. Donc, il y a cette gymnastique un petit peu. Voilà. Donc, actuellement, en fait, on n'est pas dans 1000 mètres carrés, on est dans 600 mètres carrés, mais on a 400 mètres carrés de vide à côté, dans les bâtiments à côté, pour pouvoir continuer à grandir. Et du coup, il y a une partie notamment de l'Écosse qui va déménager dès qu'on aura fini les travaux. J'ai toujours eu l'idée de me dire, quand tu as de la place, tu recrutes. Si tu n'as pas de place, tu ne recrutes pas. Parce que dans ta tête, tu vois, tu es fermé. Si tu n'as pas de place et dans un bureau de 30 mètres carrés, tu as 10 personnes, tu n'as pas envie de recruter parce que tu sens que tu es bloqué. Quand tu as des bureaux vides, là, tu te dis, putain, il faut que je recrute, il faut qu'on grandisse, tu vois. On a de la place pour grandir. Donc, tu vois, c'est un peu ça l'idée. Ah ouais, tu donnes l'opportunité de faire une expansion sur tout ton business, quoi. À côté de ça, à côté de tous ces business, est-ce que tu as des hobbies? Tu fais du sport? Bah non, toujours pas. Non, Depuis c'est la que le fac, business. il s'est rien passé. Non, ouais, mais c'est vraiment une passion. Hein. C'est vraiment une passion, tu vois. Parler de business, parler d'entrepreneuriat, parler de tout ça, tu vois, on se voit le week-end des fois avec certains membres de l'équipe. Et moi, ça me fait kiffer de parler business. C'est là où je prends mon plaisir, tu vois. Je prends mon pied. Je prends pas mon pied à la salle de sport, bah, déjà, j'y vais pas. Et il n'y a rien qui me fait kiffer, tu vois. J'aime bien. Il y a un an, je me suis fait le plaisir d'acheter une Porsche parce que ça faisait très longtemps que je saoulais Émilie avec le sujet. Et donc, c'est mon petit plaisir à moi, tu vois, d'aller rouler avec de temps en temps. Mais j'ai pas de hobby, tu vois, je fais pas de golf. J'ai pas de truc, tu vois, je joue un peu aux jeux vidéo, tu vois, mais c'est tout. Ouais, jeux vidéo, film, un petit peu. Ouais, voilà, c'est ça. Ouais, Comme quelqu'un de normal, tu vois, je veux dire, ouais, non. c'est pas un truc de, tu vois, c'est pas un, tu vois, je fais pas des, tu sais, je sais qu'il y a des entrepreneurs qui vont te dire, bah, moi, je lis un livre par semaine, tu vois, moi, je fais des miracle morning le matin, je fais tout ça. Ok, très bien, tu vois. Moi, j'ai rien de tout ça. Moi, si je pouvais rester un peu plus longtemps au lit le matin, ça me va. Ça m'arrive de grignoter des gâteaux avant d'aller me coucher. Enfin, tu vois, enfin, je veux dire, j'ai pas du tout une hygiène de vie incroyable sur lequel on doit se dire, si on n'a pas cette hygiène-là et tout ça, on peut pas réussir, quoi. Franchement, rien de particulier. Hein. Et depuis que tu es papa, du coup, qu'est-ce qui a changé? Ce qui a changé, c'est le réveil le matin qui a changé. Parce que du coup, il n'y a pas de genre, ah, j'ai envie de rester un peu au lit, tu vois, et traîner sur mon téléphone, à aller traîner sur Insta, tu vois. Donc, non, principalement, ça nous a obligés à nous organiser différemment, à rester moins au bureau. Parce que du coup, il faut aller chercher Emma le soir à la crèche, tu vois. Donc, ça nous a obligés à ça. Ça m'a pas donné, tu vois, j'étais pas en mode, tu sais, ça m'a donné une nouvelle raison de bosser ou une nouvelle raison de vivre ou je sais pas quoi. Non, en vrai, je veux dire, j'ai pas eu besoin de ça pour bosser, me lever le matin, tu vois, et aller tout défoncer. Je suis plus motivé le matin quand il y a une bonne ambiance au bureau, tu vois, parce que j'ai envie d'y aller. Mais c'est pas lié à ma fille. Non, c'est un plaisir différent, clairement. C'est assez fou, en fait, la relation que tu peux avoir avec un autre être humain quand tu as ça. Mais tous ceux qui me sortent maintenant comme excuse, ouais, mais moi j'ai des enfants, tu comprends, du coup je peux pas faire ça, arrêtez. Tu vois, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Avant je pouvais pas le dire, tu vois, parce que du coup j'avais pas d'enfants et tout le monde me disait, oui, mais Guillaume, toi t'as pas d'enfants, c'est normal, c'est pour ça que t'en es là aujourd'hui, etc. Maintenant j'ai envie de dire, ok, ben oui, les enfants, tu peux être bloqué, mais en même temps tu peux faire quand même plein de choses
Je veux dire, Emma, je crois qu'elle allait faire son premier restaurant étoilé, elle avait 2 mois, tu vois. Donc bon, je veux dire, tu t'es pas bloqué, par quoi que ce soit par un enfant. Et je pense qu'on nous met beaucoup dans la tête que c'est le cas et que tu vas être bloqué. Donc tu te conditionnes à l'idée de te bloquer et donc tu t'empêches des choses. Je pense qu'il faut essayer de pas s'empêcher ce truc-là et d'arrêter de se plaindre en disant ah j'ai une bonne excuse. C'est facile en fait. L'excuse est facile de dire ah ouais mais bon je comprends j'ai un bébé, c'est compliqué, il fait passer une nuit, moi, je suis fatigué, voilà. C'est l'excuse facile pour moi. Et du coup, au niveau travail, tu t'organises donc différemment, mais est-ce que tu travailles moins ou tu travailles pareil, tu es en acharné? En fait, c'est pas lié à ça, hein, honnêtement. Enfin, encore une fois, les équipes que j'ai au bureau, ça a plus d'impact sur comment je vais me retrouver à bosser, si je bosse beaucoup, si je bosse pas beaucoup, etc. Là, je me suis remis dans l'opérationnel il y a pas très longtemps, dans l'opérationnel sur la partie formation. J'avais pris un peu de recul. Je me suis remis dans l'opérationnel, donc là, je bosse plus sur cette partie-là. Mais entre-temps, j'ai fait les bons recrutements qui me permettent de me redégager un peu de temps. Donc, je dirais pas que ça a un impact sur le fait que je travaille plus ou je travaille moins. C'est un impact que, en tout cas, c'est très compliqué de travailler avec un enfant à la maison en étant à la maison, ça c'est sûr. Ça c'est très compliqué. Mais après, c'est surtout je pense, les bons recrutements. On arrive à un stade où tu arrives à créer une équipe suffisamment grosse et suffisamment structurée pour te libérer du temps. Par exemple, ça m'arrive très souvent de faire une journée sans répondre à un mail, tu vois. Parce que j'ai pas de mail. Moi, j'ai quasiment pas de mail, hein. Je reçois quasiment pas de mail, pas d'appel. D'accord. Parce que c'est les équipes qui s'occupent de tout ça. Moi, mon temps, c'est répondre à mes équipes. C'est genre, ils viennent me voir pour me poser une question. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que tu es dispo là? Est-ce qu'on peut faire ça? Est-ce qu'on peut faire une vidéo? Moi, mon quotidien, c'est ça aujourd'hui. C'est réfléchir à la stratégie, au développement du groupe, créer des liens avec des personnes externes. Donc, développer mon réseau d'entrepreneurs, c'est ça ma priorité numéro 1. Et parce que c'est ça, en fait, c'est là où je suis indispensable. Sur tout le reste, je suis clairement remplaçable. Et sur le fait de développer mon propre réseau et développer mes propres relations, bah là, il n'y a que moi qui peux le faire. Donc, c'est là-dessus qu'il faut focus son énergie, quoi. Maintenant, avec le recul, tu préfères ce rôle-là d'être justement aux commandes de tout et plus être dans l'opérationnel à 100%, ou tu préférais être dans l'opérationnel à 100%? Ah non, non, moi, ça me va bien de ne pas être dans l'opérationnel, hein. Moi, je déteste ça, hein. Je déteste ça. L'opérationnel, c'est cool et c'est indispensable au départ. Mais par contre, après, Enfin, moi, tu vois, faire les mêmes tâches qu'il y a 5-6 ans, ça ne me va pas du tout et ça ne m'intéresse pas. Aujourd'hui, je suis passionné quand, tu vois, là, on a eu, par exemple, des personnes qui sont venues au bureau pour discuter, parler business. On a passé l'après-midi ensemble à discuter. Du coup, je n'étais pas disponible de l'après-midi pour mes équipes. En fait, moi, j'ai passé une après-midi incroyable, tu vois. Et à la fin de l'après-midi, c'était potentiellement des partenariats pour des projets de promotion sur lesquels ces personnes-là vont aller chercher auprès de leur communauté de l'argent pour pouvoir faire des projets ensemble, peut-être. C'est potentiellement prendre des parts d'une de leurs sociétés. Donc, tu vois, et ça, c'est en 4 heures. En 4 heures, j'ai été plus efficace, tu vois, à développer et à discuter avec des entrepreneurs que, tu vois, à faire une newsletter ou simplement réfléchir à un script de formation. Donc, moi, ma valeur ajoutée aujourd'hui, elle est sur le développement du groupe. Voilà. Elle est sur le développement du groupe et donc le développement tout simplement des autres entrepreneurs. Ça me plairait d'être à ce niveau-là. Du coup, quels sont tes objectifs pour 2023? Je pense que j'avais à l'époque, je faisais une liste comme ça d'objectifs. Moi, quand tu me demandais des objectifs, j'en mettais 30, tu vois. Tous très ambitieux et je réalisais aucun. Ou genre 1 ou 2, tu vois. Maintenant, je fais moins ce truc-là et en fait, moi, c'est pas un truc qui m'anime, tu vois, en mode merde, j'ai pas atteint mon objectif de l'année. Donc voilà, l'année dernière, par exemple, mes objectifs, c'était de travailler moins longtemps et de faire le même CA. Au final, en fait, je m'aperçois que c'est pas vraiment ce que je voulais, tu vois. En vrai, je veux pas travailler moins. Ça me va très bien de travailler autant. C'est juste que je veux pas faire la même chose. Je pense que mes objectifs, c'est de pas retourner à l'opérationnel et trouver en effet de créer l'équipe nécessaire pour que j'ai pas besoin de retourner à l'opérationnel et me concentrer sur le développement et la croissance externe. Un gros point, je pense, sur la partie promotion. C'est un sujet qui me passionne actuellement et qui me redonne envie de faire de l'IMO, si tu veux. C'est-à-dire que tu as une période où, l'IMO, tu en bouffes tout le temps, tu vois. À un moment donné, tu en as ras-le-bol. Et quand c'est ton boulot, quand c'est ta passion, quand c'est tout ça, bon, à un moment donné, tu en as marre. Et là, du coup, si tu veux, les projets de promotion qu'on fait actuellement, sur du luxe, sur du haut de gamme, etc., en Espagne et tout, ça m'excite vraiment, tu vois. Et donc, j'ai vraiment envie de développer cette partie-là cette année. Donc ça m'intéresse beaucoup. Et après, c'est de trouver, je pense, une structuration stable
pour, en gros, le développement de la partie formation qui demande en fait sans arrêt beaucoup d'énergie à réinjecter dedans pour relancer la machine. En fait, en gros, c'est pas un business sur lequel tu dis, OK, ça tourne. J'ai trouvé, en fait, j'ai huilé le truc et ça tourne tout seul. C'est jamais comme ça. Les gens pensent que c'est comme ça, mais c'est jamais comme ça. Il y a toujours des améliorations à faire, toujours des modifications. Tu fais une stratégie, elle marche 2 mois. Au bout de 2 mois, ça marche plus. Donc, il faut retrouver une nouvelle stratégie. Donc, voilà, je rêve de trouver une stratégie qui tienne sur une vision plus long terme et de se dire, OK, ben, c'est bon, c'est lancé et ça marche. Donc, vraiment, l'objectif de cette année, c'est gagner plus d'argent, en effet, sur la partie formation, mais surtout de trouver un système qui marche et qui dure et qui ne demande pas de nous réinventer, tu vois, tous les mois pour se dire, OK, on va faire un nouveau lancement, on va faire un nouveau truc et qui part dans tous les sens, qui est une vraie stratégie long terme. Ton projet immobilier, ton projet de promotion immobilière, ça sera quel style d'architecture? Combien de bâtiments? Ça sera des maisons, des appartements? En fait, alors pour l'instant, ça sera uniquement des villas haut de gamme. Donc là, les villas font à peu près 500 mètres carrés intérieur. C'est des villas qui se vendent entre 3 et 6 millions d'euros à peu près pour donner une ordre de grandeur. Et sur lesquelles on fait des marches très confortables actuellement parce que le marché est en train d'exploser sur le secteur de l'Andalousie, notamment sur Marbella. Et donc, on a des belles projections en fait, de bénéfices sur les OP. Donc là, en fait, on achète la semaine prochaine, enfin cette semaine, la fin de la semaine, on achète un premier terrain et on est en train de réfléchir pour se positionner sur un deuxième terrain. Mais bon, chaque opération, c'est entre 1,5 million et 2,5 millions en fait, de budget, d'enveloppe, sur lequel il y a quand même entre 30 et 40% à apporter en fonds propres. Donc, voilà. Et sachant que toi, tu récupères l'argent dans 3 ans. Donc, dans 2-3 ans. Donc, en attendant, ça fait un trou dans la trésor qui est important. Et du coup, là, tu t'es entouré d'architectes, entouré de maîtres d'œuvre, tout ça, ça doit être passionnant du coup. C'est passionnant. C'est incroyable en fait d'imaginer des maisons dans lesquelles toi, tu pourrais même pas vivre. En gros, tu pourrais. Elle est trop chère pour toi. Tu vois, j'exagère, mais c'est un peu ça, quoi. C'est-à-dire, tu te dis, là, dans celle qu'on est en train de faire, tu vois, tu as un cinéma, tu as ta salle de sport, tu as la salle de billard, tu as ta cave à vin, tu as tout en fait que tu peux imaginer. Et tu as vu mer. C'est voilà, vraiment c'est vraiment la maison de rêve pour moi. C'est-à-dire, moi, les deux trucs qui sont importants pour moi, c'est vue mer et vue montagne. Tu vois, je veux une maison qui a vue mer et vue montagne. Bah là, j'ai vue mer, vue montagne. Et tu vois, genre, le ciné, je trouve que c'est un truc. Genre, même si je sais pas si j'irai parce qu'on est bien dans son lit, on est bien dans son canapé, tu vois. Mais juste le fait de dire, putain, j'ai un cinéma dans ma maison, quoi. Ça fout. Et du coup, tous les prestataires de services, tu arrives à les trouver facilement, tous ceux qui équipent les cinémas, les piscines, enfin tout. Ouais. Après, en fait, il y a des choses, tu vois, il y a des plans qui sont réalisés et après, l'acheteur, soit il l'achète équipé, soit il l'achète non équipé et puis il le raménage comme il veut, tu vois. Parce qu'en fait, tu vas pas tout équiper. Si à la fin, le mec, tu vois, il lâche 3,5 millions et que la couleur des meubles lui va pas, bon, tu vas pas faire ça. Donc, en gros, souvent, il rachète non meublé, tu fais une proposition de meubles que tu vas louer, par exemple, pour l'occasion. Et après, le mec dit, OK, ça me va ou ça me va pas. Donc, mais ça, après, on travaille que avec des constructeurs qui font que des maisons de luxe. Et donc, eux, ils ont tous les contacts nécessaires après pour chiffrer tout ça. Du coup, je passe du coq à l'âne, mais je me rappelle que pendant une période, tu as été à fond dans la crypto. Aujourd'hui, un peu moins, du coup, ou parce qu'il y a eu le bear market et du coup, ça a été un peu euphorique. En fait, le sujet, c'est que le crypto, c'est un sujet que je ne maîtrise pas. Et en fait, moi, je maîtrise l'IMO et je maîtrise l'écosystème de l'IMO. La crypto, ça s'est fait par opportunité, tu connais un gars qui s'y connaît, et du coup, il t'aide, et du coup, ça marche, et du coup, tu gagnes de l'oseille, et tout va bien. Et après, il y a le bear market, et là, tu te dis, bon, bah, finalement, bon, c'est un peu la merde. Mais comme j'y connais pas grand-chose et que ça m'intéresse pas du tout, en fait, j'ai juste laissé faire. Donc là, c'est sur les comptes, ça traîne. Voilà. J'y touche plus, en fait. J'y touche plus. Et tu investis toujours ou tu juste t'as laissé ce que tu as et... Non, j'ai laissé ce que j'ai et voilà, j'investis plus dedans. J'ai mis en attente. Voilà, j'ai été sur plusieurs plateformes, sur des fonds d'investissement crypto, etc. Mais voilà, j'ai tout laissé. Et je trouve qu'en fait, le danger pour moi de la crypto, c'est qu'en fait, quand tu gagnes de l'argent très vite, tu le dépenses aussi très vite et que tu te rends pas compte que tu le dépenses. Et des fois, tu dis, ah tiens, allez, je vais investir 50 000 là, 50 000 là, tu vois, etc. Quand c'est en crypto, c'est facile. Quand c'est ton argent en perso, déjà, tu vois, tu réfléchis un peu plus.
Et quand tu as des périodes qui sont plus compliquées où tu te rends compte en fait que 50 000 balles, tu vois, si tu peux faire plein de choses avec, peut-être que tu fais moins de conneries. Donc, ouais, il y a eu une période où j'ai fait des conneries parce que en fait, tu dissocies en fait la valeur de l'argent et la crypto. Et du coup, tu vois, t'achètes des maisons, des terrains dans le métaverse, tu vois. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu veux que j'en foute, quoi. Voilà. Donc, tu vois, j'ai fait ça, mais maintenant, je me dis, mais pourquoi t'as fait ça, Guillaume? Pourquoi t'as fait ça? Bon, après, t'es quoi? C'est la technologie qui est derrière qui est pas mal. Et quand ça va Bien sûr. repartir, tu seras bien placé, je pense. Et ça va bien Ouais, voilà. repartir. Mais du coup, en fait, si tu vois, comme c'est pas un truc qui me passionne et que je ne me suis pas intéressé et formé sur le sujet, j'ai décidé d'accepter de dire, bah non, je sais pas. Et en fait, moi, j'aime l'immobilier, donc je vais continuer l'immobilier. Et là, du coup, dans ta boîte que tu as investi avec Nathan Ouais. sur la société de crypto, est-ce que tu sais si il y a encore quand même des clients qui sont intéressés et qui rentrent dedans en ce moment même ou ça a vraiment pris une grosse claque et là, tout le monde Ouais, est ça a pris freelance? un grand. Ça a pris un coup. En plus, moi, si tu veux, je m'en suis moins intéressé au sujet et voilà, je ne me suis pas éparpillé sur le sujet. En fait, encore une fois, les gens, ils achètent quand c'est en haut et ils vendent quand c'est en bas. Donc, bon, c'est Mhm. dommage, on devrait faire l'inverse, mais Ouais. naturellement, c'est ce que les gens font. Et donc, ce qui fait que comme ben, on est plutôt sur une période basse, ben, en fait, beaucoup moins de monde s'intéresse au sujet. Donc, c'est pas un truc qui est aussi facile à vendre, en effet, qu'il y a un an et demi, quoi. Ok, ok. Donc, ouais, non, non, clairement, ça a pris un coup. Mais je pense que c'est des business tellement, en fait, tellement cycliques qu'il faut savoir faire des pauses pour y s'arrêter. Mhm. Ouais, juste donner du contenu un petit peu pour pas dire qu'on est Ouais, mort, voilà, ça. mais dès que ça va Ouais, repartir, d'être là à gonfler à bloc c'est bon. et reprendre à fond, quoi. Ouais, D'accord. Bon, bah, l'interview est terminée. C'était super. Merci super. beaucoup. Merci beaucoup d'avoir pris Avec ce grand temps avec plaisir. moi et Parfait. on va pouvoir mettre tout ça sur les podcasts et sur YouTube. Ça va être pas mal. Parfait. Merci beaucoup. Merci, Loïc. Merci à toi.